Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Cette semaine, étant donné que c'est un petit peu calme au niveau du mois d'août, la semaine dernière, je vous ai proposé on va dire une vidéo sur le choix de Linux ou Windows en fonction de votre métier dans l'IT. Et là, cette semaine, j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui s'est passé donc la semaine dernière dans ma veille technologique. J'ai gardé un petit peu des infos croustillantes à vous partager. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà, d'autres pas du tout. J'espère en tout cas que ça vous plaira. C'est un volume, enfin un type de vidéo que j'avais déjà essayé dans le passé, mais qui était peut-être pas vraiment suffisamment, on va dire, optimisé. Et j'ai essayé de faire ça un petit peu mieux. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner des suggestions ou autres. N'hésitez pas aussi à émettre des critiques constructives si jamais vous avez des conseils à me donner pour ce format de vidéo là, parce que je tiens aussi à vous partager des informations de tech sur la chaîne. C'est un petit peu aussi le but de celle-ci. Et si vous adorez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, on passe à la suite et j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti. On commence du coup ce Tech News avec le site Numérama, donc sur lequel on a un article qui parle d'une thématique bien propre à l'été, donc les télépéages Ulysse qui ont pour effet de déconnecter votre Apple CarPlay ou votre Android Auto. Il y a certaines personnes qui ont rapporté que lorsqu'ils passaient sous les portiques, tout simplement au moment où le télépéage bip, leur Apple CarPlay, leur Android Auto se déconnectait. On n'a pas forcément tous un passager avec nous pour reconnecter l'appareil à la radio de la voiture. Le problème, c'est que ça peut être embêtant, on peut louper des informations essentielles sur le trajet, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est vraiment pas terrible. L'hypothèse de la cause de la déconnexion, en fait, c'est que les télépéages utilisent donc des technologies radio, donc des ondes RFID, des micro-ondes parfois qui peuvent interférer avec le Bluetooth ou le Wi-Fi, et du coup elles viendraient éventuellement perturber, on va dire, la connexion sans fil du smartphone à la voiture. Du coup, la cause, enfin plutôt l'impact sur votre système, c'est la coupure du GPS ou de votre musique qui peut s'arrêter, l'écran Android Auto qui peut se figer, et du coup c'est vraiment pas terrible. Si je pouvais vous donner, on va dire, un conseil, après j'ai pas testé. Personnellement, j'ai bien un Android Auto, mais je m'en sers pas. En tout cas, j'ai pas encore eu à m'en servir. J'ai un véhicule sur lequel j'ai un GPS vraiment old school, donc j'utilise pas l'Android Auto sur celui-ci. Et le véhicule sur lequel j'ai Android Auto ne prend pas l'autoroute. Euh, j'ai envie de dire, donc la seule solution pour vous aider, c'est brancher un câble USB et connecter votre Android Auto uniquement en USB. Après, moi personnellement, c'est le cas de mon véhicule. Si j'ai pas le câble, je peux pas avoir l'Android Auto sans fil. On se retrouve du coup cette fois-ci sur le site Les Numériques. Donc pour une caméra transportable 4K ultra compacte que donc je vais vous présenter et je vous mettrai un lien affilié sous la vidéo si jamais bien sûr elle est disponible. Je sais que lorsque j'ai préparé la vidéo elle n'était pas disponible sur Amazon à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà la présentation. Donc c'est une caméra qui est vraiment ultra compacte, qui a vraiment un poids plume. Elle est hyper légère, donc elle fait 39 grammes. Elle est vraiment hyper portable. C'est du 4K en Ultra HD, du coup, avec stabilisation. Elle a un verrouillage horizontal. Comme vous pouvez le voir, il y a la boîte ici qui vous permet d'avoir l'écran en fait qui fournit le retour d'image et la charge. Donc ça peut être pas mal. Donc 140 minutes avec l'Action Pod fourni. Donc ça, je pense que ça va être ça ou ça à vérifier. La résistance à l'eau, donc jusqu'à 10 mètres sans accessoires avec 60 mètres et 60 mètres avec un caisson. Elle a l'écran donc tactile qui est rabattable. Par contre, ce qui est pas bon, c'est qu'elle a pas de zoom optique. Donc, quand vous aurez des sujets éloignés à filmer,
c'est là où elle va trouver sa limite. La capacité de stockage, par contre, eux, ils trouvent que c'est moins parce qu'elle est fixe, mais bon, 128 Go, je pense que c'est quand même pas mal. Après, il reste à voir ce qu'on fait avec. La qualité audio limitée dans les environnements bruyants. Si on s'en sert pour capturer uniquement du flux vidéo, ça peut être pas mal. Après, je sais pas si on peut s'en servir de caméra d'enregistrement, par exemple, quand on tourne des vidéos YouTube, mais c'est vrai que c'est une caméra qui peut être intéressante. Elle est idéale dans ce cas-là pour faire des vlogs rapides quand vous êtes en voyage. Capturer des moments du quotidien sans trimballer une énorme caméra qui coûterait peut-être plus cher. Là, je rappelle, hein, elle est à 339 euros. 339 euros pour une image de cette qualité, tant qu'on zoome pas, c'est quand même pas mal. Eux, ils disent 45 minutes hors boîtier. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, j'ai dû le trouver, j'ai synthétisé. Donc là, elle dure 45 minutes hors boîtier. Ensuite, oui, il faut penser à une chose aussi. Dans l'article, ils expliquent que quand il n'y a pas assez de luminosité, l'objectif galère quand même. Bref, la caméra est parfaite si vous voulez filmer les vacances, mais pas en pleine nuit et sur la plage. Sinon, vous verrez pas grand-chose, étant donné que sans lampadaire, elle aura vraiment du mal à faire le boulot. On se retrouve cette fois-ci sur Clubic où on parle du coup de Firefox qui mise cette fois-ci sur l'IA en local directement dans le navigateur au lieu de dépendre donc du cloud. L'objectif pour eux, c'est de donner vraiment de la liberté aux développeurs d'extensions pour exploiter des modèles d'IA directement sur les PC des utilisateurs. Reste à voir après au niveau ressources ce que ça va demander parce que ça va être quand même, je pense, un petit peu lourd. C'est pas, je pense, sans impact sur notre matériel. Voilà, justement, hein, certains utilisateurs ont vu la consommation CPU grimper. J'ai envie de dire oui, ça reste logique. Faire tourner une IA, ça demande quand même un petit peu de ressources, donc reste à voir comment ils vont gérer ça. Et encore, je pense pas que le CPU soit le mieux placé pour ça. En général, on utilise des GPU. Par contre, l'avantage de cette démarche que Mozilla a avec Firefox, c'est la confidentialité qui va être renforcée puisqu'on n'aura pas de données envoyées à l'extérieur via nos discussions avec ces IA. On pourrait du coup imaginer, grâce à l'IA intégrée à Firefox, des résumés de pages web, des traductions instantanées, de l'aide à la rédaction aussi, sans dépendre du coup d'OpenAI, de ChatGPT ou de Gemini, Google, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. J'ai envie de dire qu'avec ça, Firefox veut devenir vraiment le navigateur des geeks parano, mais vraiment dans le bon sens. Si on aime l'IA, si on aime la tech, si on aime optimiser les choses, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, là où je suis curieux et où j'aimerais vraiment avoir un retour dans les semaines, dans les jours à venir, c'est vraiment l'impact réel que cette implémentation de l'IA va avoir sur Firefox et surtout sur les ressources de nos PC. Parce que même si certains comme moi ou peut-être même d'autres, hein, je pense que je suis loin d'être la personne la mieux placée. Je pense qu'il y a des personnes mieux équipées que moi. Mais je pense que même avec 32 Go de RAM et un Ryzen 9, si on nous fait tourner tout le temps en arrière-plan une IA, il y a moyen qu'on perde pas mal de ressources. Donc je sais pas comment ils comptent faire ça. Dites-le moi en commentaire si vous en savez plus que moi, si vous en avez entendu parler et si vous avez un petit peu plus de détails. Là dans l'article, bon voilà, ils disent juste que certaines personnes ont vu grimper la consommation de CPU. Quand on va dessus, donc là justement, ils disent que c'est un faux pas, etc. Je regarde un petit peu voir si j'ai ouais,
dépannage et malheureusement pas. Qu'est-ce qu'on a? Comment expliquer telle artère, les analyses jeter l'évolution sur le format Open Neural Network Exchange. Firmware, bien que serait loin d'être le plus utile pour une action économe sur les machines grand public. Ouais, voilà. Enfin, en gros, grosso modo, ça revient à ce que je disais. Implémenter de l'IA dans un navigateur, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Dites-le moi si je me trompe. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez tester. Perso, je me languis pas encore de tester, sauf s'ils arrivent à trouver un modèle d'IA supra léger. Mais je pense qu'on n'y est pas encore quand même, parce que ça reste quand même des applications lourdes. On enchaîne du coup sur le site de IT Connect, où cette fois-ci, Microsoft fait encore des leurs, et surtout Windows fait encore des siennes. Cette fois-ci, la mise à jour KB 506.387.8 fait tout simplement planter certains SSD ou disques durs qui les rendent tout simplement illisibles. Donc en parallèle de ça, on a aussi un truc, on en parlera après, mais la fonction réinitialiser le PC ne fonctionne pas non plus. Microsoft reconnaissent le problème et ont publié un correctif d'urgence. Certains utilisateurs, à cause de ça, sont incapables de restaurer et réparer leur PC en cas de souci. C'est simple. En fait, il faut copier environ une cinquantaine de gigas pour que ça arrive. Mais ils disent que pour eux, comment dire, c'est pas tout le temps que ça arrive. Ils n'arrivent pas à reproduire l'erreur en interne dans leur lab. Donc ils demandent à la communauté via le canal Microsoft de leur laisser des messages si jamais ça leur arrive. Donc il y a un utilisateur qui raconte que le problème s'est manifesté lors de la mise à jour d'un jeu volumineux, Cyberpunk 2077. Tiens, c'est bizarre. Étant donné la capacité, enfin la place qu'il prend sur le disque dur, c'est pas étonnant. Sur Reddit, il y a un utilisateur qui a partagé une liste, alors qui est peut-être non exhaustive, de volumes stockés. Je vais essayer de zoomer. Hop. Ouais, non, ça revient malheureusement. Voilà. Hop, mais donc des WD Blue, WD Red, des Corsair, SKNX, des Crucial, Adata, HP, XPG, Anier, Corsair, Fison. Ouais, Fison, en fait, c'est surtout le nom des contrôleurs ici. D'ailleurs, c'est, on va dire, majoritairement tous les SSD qui ont des contrôleurs Fison qui rencontrent ce souci. Il y a Fison et une autre marque qui sont concernées, une autre marque de contrôleurs. Et pour le moment, c'est pas encore prêt d'être réglé. En tout cas, ils y travaillent, ils sont au courant. Les fabricants de contrôleurs mémoire sont au courant aussi. Mais ils n'ont pas encore, on va dire, la solution à nous proposer. Donc en gros, chez Microsoft, c'est simple. Chaque patch, c'est la loterie. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Si vous vouliez aller au casino, mais que vous n'avez pas le sou, ça y est, vous y êtes. C'est la roulette russe. Du coup, vous avez soit un SSD en mode gruyère ou pas. Ça, c'est le hasard qui fera les choses et qui vous le dira. Allez, on passe à la news suivante. On continue après les couacs Microsoft et Windows chez Frandroid avec OpenAI qui vont lancer un abonnement à prix cassé pour proposer aux freelance et aux créateurs de contenu quelque chose d'abordable. Actuellement, le pack le moins cher est à 23 €, si je dis pas de bêtises. Donc là, il serait 6 fois moins cher que cette formule-là. Donc actuellement c'est destiné à l'Inde, mais ça pourrait s'étendre au reste des autres pays. En fait, ils ont trouvé dans le code des portes ouvertes pour les autres pays, donc ça peut être intéressant. Les conséquences, du coup, ça va être une pression sur les concurrents de ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude, etc. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser. Vous utilisez quoi, vous? ChatGPT, Gemini, une autre IA?
Dites-moi-le en commentaire, je serais curieux un petit peu de voir qui utilise quoi. Personnellement, j'ai un penchant pour ChatGPT, surtout pour la génération d'images. Je trouve que quand on a réussi à trouver en fait la manière de donner les prompts, on arrive à obtenir des images plutôt sympas. Et c'est plutôt pas mal pour faire de l'édition de miniatures par exemple rapide, pour faire de la retouche photo aussi. Et je m'en sers aussi au quotidien. Par exemple, aujourd'hui, je m'en suis servi pour optimiser le réglage de mes frigos et surtout pour comprendre à quoi servait une touche sur un de mes frigos. Parce que c'est un frigo qui est un petit peu vieux et je connaissais pas du tout ce potard. Et quand je lui ai envoyé la photo, ça lui a pris peut-être allez, 10 secondes. Au bout de 10 secondes, il m'a dit ouais, je sais à quoi ça sert à faire ça. Si tu es dans telle condition, mets-le sur telle position et dans telle position sur une autre position. Donc franchement, c'est vraiment génial. Je sais que parfois il peut par contre halluciner, il faut faire attention si vous faites des recherches avec celui-ci. Allez-y avec parcimonie, des fois il peut un peu halluciner. Dans ce cas-là, Gemini sera peut-être plus fiable à mon sens, mais dans tous les cas, quelle que soit l'IA qu'on utilise, j'ai envie de dire, il faut surtout pas oublier de recouper les informations, d'aller chercher sur diverses sources la réalité, mais ça peut déjà vous faire gagner pas mal de temps. Mais ça, je vous apprends rien. On passe à la news suivante. On continue encore chez Frandroid, cette fois-ci un article sur les bloqueurs de pub qui vont bientôt être interdits, enfin du moins c'est une question. En Allemagne, des décisions de justice et des pressions de l'industrie publicitaire en fait visent à interdire ou limiter du moins drastiquement les bloqueurs de pub. En fait, si ça se généralise, on pourrait voir disparaître uBlock, AdGuard, etc. Pour eux, en fait, comment dire? Pour eux, c'est un manque à gagner parce qu'ils disent que si tout le monde installe un bloqueur de pub, en fait, ils se retrouvent avec des pubs non diffusées, des revenus du coup non générés, et que c'est un énorme manque à gagner pour eux. Et l'impact pour les utilisateurs finaux, à terme, ça serait du coup l'explosion des pubs sur les navigateurs, un tracking renforcé du coup, parce que il y aurait des cookies en pagaille, etc. Je vous laisse imaginer, par exemple, je sais pas moi, si demain vous êtes en train de regarder YouTube et puis que vous avez deux pubs avant la vidéo, deux pubs pendant la vidéo, deux pubs après la vidéo et qu'en plus vous pouvez pas les sauter. Actuellement, il y a des pubs, c'est vrai, mais il n'y en a pas autant que ce que je viens de dire. Là, c'est un exemple, c'est YouTube, mais ça peut être un site internet. Là, le site sur lequel nous sommes, imaginez que, par exemple, les pubs sur les côtés, il y en ait qui apparaissent en pop-up de tous les côtés, etc. Ça serait quand même un peu énervant. Donc reste à voir comment ça va se passer, comment ils vont tourner ça. Je serais curieux un petit peu de savoir le dénouement de cette histoire. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette directive, si vous trouvez légitime de la part des organismes publicitaires de demander la suppression des adblockers. Ou alors s'il ne faudrait pas plutôt trouver un consensus entre chaque partie. Personnellement, je suis pour la seconde solution parce que une interdiction pure et dure, je pense pas que ça soit la solution. Pour moi, il y a toujours une solution, on va dire, dans la justesse. Et je pense que c'est juste de conserver les bloqueurs de publicité dans certains cas. On se retrouve sur le site d'IT Connect où on parle de l'arrivée de Debian 13. Quelles sont donc les nouveautés? On commence donc avec un nouveau noyau, le 6.9, une meilleure compatibilité matérielle avec les nouveaux matériels récents, une mise à jour de sécurité renforcée, toujours les mêmes notions de stabilité, robustesse et libre. C'est toujours destiné aussi aux serveurs et aux utilisateurs sur leur PC de bureau. Peu importe, ça c'est vous qui choisissez.
Qu'est-ce que ça va apporter du coup? Oui, c'est moi qui dis des bêtises en plus. Le noyau, c'est pas 6.9, c'est du 6.12. Euh, du coup, on aura le risque 5,64 bits officiellement supporté. On a l'abandon par contre du 32 bits, mais j'ai envie de dire à un moment donné, il faut peut-être évoluer. Il y a plus grand monde, j'ai envie de dire même quasiment personne qui utilise le 32 bits. Modernisation de l'installeur Debian, une nouvelle gestion du TMP, APT 3.0 aussi, donc on pourra aussi migrer vers APT 3.0 après avoir fait la mise à jour, c'est pas un souci. Un nouveau thème par défaut, les environnements de bureau qui ont été mis à jour, il y a encore d'autres changements. Enfin voilà, il y a eu pas mal de refontes de Debian. En tout cas, on va, voilà, ça c'est un aperçu. On est sur un OS qui est vraiment clean avec l'interface Wayland, comme on peut le voir ici. Ça c'est l'installation. Qu'est-ce qu'on a? Comment le télécharger, etc. Enfin, pour moi, malgré que je l'utilise pas, je l'ai testé un petit peu sur des VM. Et puis c'est aussi l'OS qui fait tourner les IPBX des clients à mon boulot. C'est un OS vraiment très stable. Il n'y a aucun souci avec Debian. Pour moi, la seule chose que je peux dire, c'est que si on regarde actuellement, Windows met votre PC en pièces et le fait planter, alors que Debian assure son fonctionnement comme sur des roulettes. On se retrouve cette fois-ci sur le site des numériques. Donc là, je veux pas être alarmiste ou faire peur à qui que ce soit. Mais il y a eu 15,8 millions d'identifiants et de mots de passe PayPal volés. En tout cas, c'est une info, ou espérons une infox qu'il y a eu en date du 19 août à midi, donc sur le site des numériques. Donc certains experts doutent de la véracité des dires du pirate. C'est une possible intox du coup. Mais en tout cas, si c'est vrai, les risques, c'est du phishing, des arnaques. Donc si on peut donner des conseils pour lutter contre ça, ça va être d'activer l'authentification à deux facteurs sur tous les sites sur lesquels vous pourriez avoir des identifiants, des choses un petit peu sensibles, notamment PayPal, puisque là c'est PayPal qui sont concernés. Changer les mots de passe aussi. Et si votre mot de passe est encore AZERTY 123, même les pirates doivent avoir pitié et ont laissé tomber. Mais non, trêve de plaisanterie, il faut vraiment avoir un mot de passe compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas un mot de passe. AZERTY, UIOP, c'est pas un mot de passe non plus. Voilà, il faut pas non plus utiliser le cryptage de César, ce qui consiste donc à décaler toutes les lettres et tous les chiffres de 3 vers la droite, parce que du coup ça va être beaucoup trop simple à déchiffrer. C'est le cryptage qui était utilisé à l'époque par les Romains, donc ça a maintenant quelques années et on connaît la solution. Mais il faut utiliser des générateurs de mots de passe. Vous en avez des gratuits en ligne. Avast en a un qui est très bien. Vous pouvez choisir de mettre des symboles ou non. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment essayer de renforcer au maximum nos mots de passe. Et pour ça, il faut aussi ne pas utiliser le même mot de passe à chaque fois. Et pour éviter de les perdre, il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe. Vous en avez plein. Il y en a des gratuits, plus ou moins compliqués à mettre en place, comme Psono. Mais lui, il va être un petit peu plus compliqué à installer. Sinon, vous avez Bitwarden, vous avez KeePass. Enfin, vous en avez un paquet. Google en a mis au point. Il y a Microsoft qui en ont fait aussi. Voilà. Après, on va en parler un petit peu plus loin. C'est pas sans risque et il faut faire attention quand on installe ce genre de solution. Il faut pas l'utiliser n'importe comment, mais je vais y revenir. Cette fois-ci, on continue sur 01.net. Ça fait plaisir de voir que même les voleurs se font voler. Il y a eu une fuite de données chez les pirates. Donc le code source d'un redoutable malware Android a été divulgué.
Ben, le risque, c'est que d'autres groupes de pirates modifient et redistribuent ce logiciel et qui du coup leur permettrait de faire du profit sur le dos ben, de ceux qui ont été piratés. Quand même les pirates se font hacker, ben, on appelle ça le karma numérique. J'ai envie de dire, ben, ça leur fait un peu les pieds, hein. Ils voient ce que ça fait. De toute manière, ben, j'ai envie de dire, ils peuvent pas trop se plaindre. Ils ont joué, ils ont perdu. Mais voilà, en tout cas, ça prouve que personne n'est à l'abri parce que je pense que eux, ils sont bien au courant des techniques pour se protéger, mais ils ont quand même eu une faille et ils se sont fait pirater. Donc, ça veut pas dire que on peut pas se protéger, ça veut pas dire que aujourd'hui il n'y a plus rien à faire et que forcément on va se faire pirater. C'est pas du tout ça. Euh, il y a peut-être l'un d'entre eux qui a commis, on va dire, une maladresse et qui n'a pas été suffisamment vigilant. Comme je le disais tout à l'heure sur l'article d'avant, il faut avoir de bonnes pratiques, une bonne hygiène numérique, si je puis dire. Le plus important, c'est ne jamais utiliser les mêmes mots de passe. Pas de mot de passe trop court ou trop simple. Un mot de passe qui ne signifie rien du tout, c'est-à-dire pas de cryptage de César non plus, parce que si on le décrypte, ça aura un sens. Il faut essayer aussi de mettre des caractères spéciaux. Ça complique la tâche à la machine qui va chercher à décrypter votre mot de passe. Tandis que s'il n'y a que des caractères alphanumériques, ça sera beaucoup plus simple à décrypter. Et puis après, pour tout le reste, c'est-à-dire sans parler des mots de passe, mais le phishing, l'ingénierie sociale et tout, prenez le temps de décortiquer les choses. Ne paniquez pas, même si vous recevez un mail alarmiste ou quoi que ce soit. Lisez bien, faites attention aux fautes d'orthographe. Faites vraiment attention. Et si vous avez un doute, soit vous appelez l'organisme dont vous pensez que vous avez reçu le mail, ou alors vous allez sur ce site-là, mais par vos propres moyens, vous ne cliquez pas sur le lien dans le mail, etc. Mais il faut être prudent, quitte parfois à passer pour un parano. Vaut mieux être parano et tranquille que pas assez prudent et avoir des problèmes. Cette fois-ci, on continue sur Amazon avec ce mini PC Minix. Donc c'est un mini PC qui tourne sur un 13e gen Intel qui va jusqu'à 4,9 GHz en cadence de processeur, 1 Tera en NVMe M2, du PCI Express Gen 4, 32 Go de RAM en DDR5 et quad display 8K. Deux HDMI, un USB-C, du dual LAN pour l'entreprise et maison. Donc l'avantage c'est qu'il est hyper compact, donc on peut imaginer aussi en faire sa station de travail transportable. Seul inconvénient actuellement indisponible et ils savent pas quand est-ce qu'ils seront réapprovisionnés. Donc ça c'est un peu un souci. C'est un peu dommage. Après, j'ai pas regardé si on arrivait à le trouver ailleurs. On va aller voir tout de suite. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour pas interférer. Voilà. Minix N713. Hop. Idéal où? Minix. Hop. Alors, N713. Tac, tac. Comment on peut faire? N713. On va chercher N515. Ouais, apparemment, là, il n'y en a pas. Minix, petite machine bien pensée. Hop. Ok. Ouais. À 359,90 € sur Amazon. Ah.
D'accord. Et là, ça m'envoie ici. Ouais. I5. Ouais. Voilà, ils ont dû remplacer le lien. À la place, on tombe sur un peu moins puissant. C'est dommage. Bon, si celui-ci revient en ligne, en tout cas, je vous invite vraiment, si vous cherchez un mini PC très compact et assez performant, je vous conseille vraiment de vous pencher dessus parce que ça vaut le coup. Je vous invite à regarder même les tests hein, sur Cocottland, mais c'est vraiment un bon mini PC et pour de la bureautique et du multimédia, vous serez vraiment loin d'être déçu. On se retrouve cette fois-ci sur nos amis, sur le site de nos amis Cocottland. Intel donc prépare tout simplement du déstockage. Donc c'est du Raptor Lake qu'ils ont recyclé pour les OEM. Donc les OEM, pour ceux qui ne savent pas, c'est les intégrateurs. Hein. C'est ceux qui fabriquent des PC prémontés en usine. Ils vont les appeler Bartlett Lake S. Mais c'est vraiment pas une évolution. En fait, c'est du rebranding pour vider les stocks. Donc avant de sortir Meteor Lake et Arrow Lake. Donc ça a vraiment peu d'intérêt pour nous, utilisateurs finaux. Mais par contre, ça permettra d'avoir des PC prémontés un peu moins chers que si on achetait le matériel nous-mêmes. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Reste à voir un petit peu les déclinaisons qu'il va y avoir. Ce qui est plutôt sympa, Intel, c'est un peu comme quand on réoffre un cadeau à Noël qu'on n'a pas aimé. Sauf qu'ici, c'est un processeur. Euh, Eux, ils ont des trucs en stock, ils apprécient pas trop parce qu'ils auraient aimé tous les vendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu essayer de forcer le truc. On va mettre un petit peu de paraffine autour. On va mettre ça dans une belle enveloppe EOM et on essaye de refourguer ça. Euh, Ceci dit, d'un côté, d'un point de vue budget, ça peut être intéressant parce que pour les personnes qui n'ont pas forcément l'argent d'acheter les dernières configs fraîchement sorties, ces Bartlett Lake seraient vraiment pas mal parce que les générations précédentes n'étaient pas non plus d'extrêmement mauvaise génération non plus. Donc ça pourrait permettre de faire un petit peu un saut en avant et de moderniser son setup. On continue sur le site de Tom's Hardware cette fois-ci qui nous indique que Assassin's Creed Shadow est le jeu le plus vendu en 2025 en Europe. Donc c'est officiel. Donc ça a été vraiment un jeu qui a vraiment cartonné. Après, donc c'est quoi? C'est un focus sur le Japon féodal. Il y a 2 héros qui sont jouables. On a vraiment une immersion poussée dans ce monde-là, dans le monde de l'époque. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'Ubisoft, malgré les galères passées, ont su vraiment rebondir et faire un super jeu. On n'a qu'à voir l'image ici. Hein. Comme quoi, même si on ne change pas la recette, on ajoute quelques katanas et ça marche. C'est vraiment un super jeu. J'aimerais vous montrer à la rigueur, j'ai envie de vous montrer un peu une cinématique, ça peut être sympa. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, bien sûr, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti. Hop, notre cher ami YouTube. Bande annonce à sa Assassin's Creed Shadow. Hop, on s'en fout. Hop, on s'en fout. On va mettre ça comme ça. En 4K. On peut pas. Hop, hop, en HD. Tout ce que j'ai jamais connu.
Ma terre. Vraiment joli. C'est vraiment beau. Ma famille. Brûle au nom de l'unification. Vraiment joli, ça donne envie. Personnellement, j'y ai pas joué, mais en voyant ça, ça donne envie. Tu es comme une grenouille dans un puits qui n'a jamais vu la mer. Les océans se remplissent de nouveaux navires, mais tous proviennent de la même rivière. Avarice. Pouvoir. Vengeance. Vraiment bien fait. C'est... Continueras-tu de suivre le fil de cette rivière? Ou choisiras-tu un autre chemin, celui que l'on ne voit pas? Nous devons trouver cette voie. Ensemble. Apprenons à faire confiance. À reconstruire. Et à suivre la voie de la lame. Réponds-moi. Qui sers-tu? Nous agissons dans l'ombre. Pour servir la lumière. Vraiment, vraiment pas mal. Du coup, je pense que ça se passe de commentaires. Je vais vous laisser sur ces beaux mots et on passe à l'article suivant. On continue sur le site de Cocotland cette fois-ci où on parle de Crimson Desert. Donc il nous révèle 13 minutes de gameplay inédit. Donc c'est un mélange de RPG open world et d'action à la Black Desert, mais avec une histoire plus narrative. Donc c'est un gros potentiel visuel. Par contre, il faut aimer Unreal Engine 5. J'aime bien ce moteur, par contre j'aime pas trop la texture qu'il fait à l'écran, mais bon, on garde quand même de super graphismes. Les décors sont somptueux. Reste la question si ça sera vraiment un jeu solo ou un MMO déguisé. L'angle fun, Crimson Desert, c'est un peu comme Elden Ring qui aurait pris un abonnement à la salle de sport. C'est vraiment du Elden Ring sous stéroïdes. Je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne et comme ça on se retrouve après la présentation. Hop, on va le mettre en 4K et c'est parti. Si ça veut charger, voilà. We have to hurry to support the Marquis. We have nowhere to turn. Je manque un petit peu de connexion. On va essayer de passer
en 1440p. Désolé hein, pour le chargement. Si c'est trop long, je couperai. The Duke sent me. Bon, We were expecting you. finalement, j'ai dû passer en 1080p. I've got the broad strokes. It's all bad news, I'm afraid. The odds weren't in our favor to begin with, and now there's a mutiny within. There's a high chance the enemy will take the castle. On est vraiment pas mal If falls, then the entirety of Henan will be in danger. niveau graphisme. Preparations are complete. Regardez les arbres, Understood. c'est vraiment beau. One of my men is on the front lines. Indeed. Le décor il est vraiment somptueux et I'd expect nothing less. Marshal, seul truc, ça fait moins réaliste au niveau des personnages que Assassin's Creed par contre. I see. Greymane, your comrade is likely holding out in the keep with the Marquis. I've got to get to him. Going in alone. given On the va voir present si on peut passer à un situation autre moment. Suicide. The enemy has seized our outpost and constructed Hop, watchtowers. Approaching alors. won't be easy. Allez, je saute un peu. Just like that. We're counting on you. D'accord. Je comprends mieux la référence. Ouais, c'est vraiment... Il y a longtemps que j'avais pas vu un jeu... Ouais, vraiment sympa. Au niveau du mécanisme de combat, j'aime bien la... J'aime vraiment le gameplay. En tout cas, c'est vraiment sympa. Reste à voir la jouabilité à la manette, mais... franchement, c'est pas mal. Donc apparemment on joue aussi avec les éléments. Ah, la foudre. Ok. Hop. You're a hard one to kill, Greymane. Still aiding that lout, Stefan Lanford. Then this is your hand. Donc là, c'est un big boss. Voilà, je vais pas plus vous spoiler. Hop, voilà. Donc pareil, hein, ça se passe de commentaires. Il a l'air vraiment énorme. Pour moi, là, la photo, elle est un peu pimpée parce que c'est joli. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-le moi en commentaire, mais... Ok, Unreal Engine 5, il est super pour les paysages, etc. Mais j'ai vraiment du mal avec les personnages. En tout cas, là, comme ils sont réalisés, ça fait quand même pas autant réaliste que les personnages de Assassin's Creed. Et j'aime bien ce qui est réaliste. On continue cette fois-ci avec Cocottland qui nous envoie des news de la Gamescom. D'ailleurs, merci à eux. J'avais envie un petit peu de couvrir l'événement et je savais pas trop comment faire. Et finalement, ben, j'ai vu qu'ils partageaient énormément d'éléments de la Gamescom. Du coup, j'ai dit, ben, pourquoi pas partager un petit peu leur news. Donc là, c'est ASRock qui dévoile une carte graphique, une RX 9070 XT en édition Taichi White.
Elle est vraiment, vraiment magnifique. Elle embarque donc un écran ici sur lequel on va pouvoir venir bien sûr afficher les stats du GPU. Donc je vous laisse voir la carte graphique un petit peu à quoi ça ressemble. Elle est vraiment pas dégueu. Enfin moi perso je la verrais bien dans mon PC pour remplacer ma GTX 980. Elle date un petit peu. C'est celle que j'ai récupérée pour faire mes montages, pour valider les montages, faire les rendus, etc. Étant donné que j'ai pas trop le temps de venir jouer ici la semaine, j'ai décidé que ce PC allait devenir officiellement le setup de montage. Vous voyez, vous pouvez afficher des gifs aussi. Mais je trouve que c'est mieux de mettre les stats de la carte. En tout cas, elle est vraiment super sympa. C'est un triple slot, donc il vous faudra quand même la place pour la mettre en place. Il faudra quand même un bon boîtier. Elle est assez longue aussi, comme vous pouvez le constater. Donc faites attention. Le look est assez futuriste, donc si vous utilisez une carte mère Taichi, ça peut être énorme parce que du coup, vous aurez une homogénéité, on va dire, du look. J'ai envie de dire, enfin, que demande le peuple. Après, reste à voir le tarif. Je sais pas si on a un tarif ici. Je vais regarder. Est-ce qu'ils nous ont mis le tarif Ah ouais. Ouais, bon, c'est pas la white, mais ouais, on va tourner aux alentours des 800-900 euros, je pense, en blanc. Ou peut-être avoisiner les 1000 euros. Je sais pas, il faut voir. Peut-être que je dis une bêtise. Est-ce que si je vais ici... Et en bas, on a quoi? Non, ils nous disent pas plus, ça c'est le test. Bon, allez, partez sur 800-900 euros. Mais on a du bon matos quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Donc toujours à la Gamescom sur le site de Cocotland. Cette fois-ci, c'est Zotac qui présente... désolé, une bestiole. Une RTX 5060 low profile pensée pour les petites configs. Justement, tout à l'heure, je vous parlais d'avoir la place dans un boîtier. Si vous l'avez pas, il faut prendre une carte low profile. Mais si on peut quand même éviter de trop négliger les perfs, c'est encore mieux. Pour du gaming en 1080-1440p, ça sera pas mal. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est les plus grosses. C'est des gros bébés. Ensuite on a la Dual Fan qui est déjà bien plus petite. On a la Solo qui est quand même vachement plus épaisse que la Low Profile, qui est légèrement plus longue par contre. Mais voilà, la Low Profile elle est vraiment minimaliste. Là, elle rentrera, j'ai envie de dire, dans quasiment tous vos boîtiers. Et ce qui est bien, c'est que c'est un triple fan. Ils ont su quand même refroidir la puce avec 3 ventilateurs, alors que ils ont vraiment condensé le truc. Ce qui est sympa, vous aimez ou vous aimez pas, dites-le moi en commentaire. C'est le pin d'alimentation à l'arrière. Au moins ça fera propre, vous pouvez faire arriver le câble par le côté et hop, repartir direct derrière le boîtier. Ça évite d'avoir le câble qui va devant ici. Là il peut arriver direct par le côté, hop, comme ça, et venir se plugger. Moi je trouve que c'est sympa. Après je sais qu'il y en a qui aimeront pas, ça va les perturber, mais personnellement j'aime bien. J'aime bien. Après, au niveau des specs, donc 2280 MHz en fréquence. En boost, on est à 2497. C'est du 8 Go de RAM en GDDR7. La fréquence mémoire, elle est de 1750 MHz avec un bus à 128 bits. Du PCI Express 8 fois en Gen 5. Il y a 3840 coups d'accord. On est sur une 5060. Donc on aura quand même les dernières techno implémentées. On aura quand même, on va dire, une jouabilité future proof pour du 1080p et du 1440p pour quelques années. Et en plus, on a l'avantage de pouvoir se faire un setup minimaliste. Là, si vous partez sur un parpaing comme ça... Là par contre il faut partir sur une carte, sur une puce plus grosse parce que du 50-60
autant gros que ça, enfin j'en vois pas l'intérêt, dites-le moi en commentaire, mais ça par contre c'est énorme. Je me ferai pas à la taille de ces cartes graphiques là, c'est pas possible. On continue toujours sur le site de Cocotland avec notre ami Gérard. Du coup, il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé, je vous ai fait un top 5, je crois, des PC gamer et PC bureautique et un polyvalent. Là, on va parler d'un super moniteur 4K 32 pouces QOLED en 240 Hz. Donc il a des couleurs sublimes, un contraste parfait, un design premium. C'est vraiment le rêve de tous les gamers, on va dire, qui peuvent se payer le prix fort et avoir cette exigence-là. C'est comme une Ferrari. Si on n'a pas le budget pour mettre dans le salon, eh ben, on achète un écran un peu moins beau et un peu moins puissant. Mais en attendant, voilà, c'est vraiment un superbe écran. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Est-ce qu'ils nous ont mis des specs? Hop. On aura peut-être un peu plus ici. Hop. Alors, WOLED. Non, DAC. 32 pouces, 1,7 milliard de couleurs, 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3, un taux de contraste 1 500 000 sur 1, une luminosité maximale de 1000 CD par mètre carré en pic HDR, le temps de réponse est de seulement 0,03 millisecondes. Qu'est-ce qu'on a encore? Compatible bien sûr à AMD FreeSync et à Nvidia G-Sync. Vu le prix, il vaut mieux. Bon, là, nous, il est en 240 Hz. Mais voilà, c'est vraiment un super écran. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est du ROG. Personnellement, c'est ma marque préférée au niveau du hardware, Asus ROG. Après, ça reste cher, mais on est sur du matériel de qualité. Du coup, on passe sur le site de GoodTech où on parle de LibreOffice 25.8. Ça sera probablement la dernière version, enfin la version d'avant. Du coup, la version 7 était la dernière version à supporter le 32. La 25.8 dit au revoir au 32 bits. Les vieux PC se font de plus en plus rares. Maintenir le support, ça leur coûte cher. Ils tournent du coup la page avec des nouvelles fonctionnalités et ça va permettre aussi beaucoup plus de compatibilité avec la suite Office que l'on connaît en entreprise et ça va permettre aux personnes qui utilisent LibreOffice de pouvoir travailler beaucoup mieux en collaboration avec les personnes qui utilisent Microsoft Office. Si les gens tournent encore sur un Pentium 3, il va peut-être falloir upgrader les PC. Ça va pouvoir faire bosser leur informaticien. Et j'ai envie de dire, RIP le 32 bits. On l'aimait bien, mais il était temps quand même de passer à autre chose. Le 64 bits, ça fait maintenant un sacré moment que ça existe. Donc il était un petit peu temps de changer. Je vous laisse voir les commits. Alors, tac, community... Red Hat, voilà, ça vous laisse un petit peu voir une idée. Et il est disponible dès maintenant pour Windows, macOS, Linux sur les processeurs Intel, ARM, Apple Silicon et sur le site officiel de LibreOffice. Donc si vous utilisez cette suite Office, n'hésitez pas à faire l'upgrade et à passer dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je suis sur OnlyOffice, mais j'ai pas, on va dire, de préjugés sur LibreOffice, si ce n'est le problème des macros Word qui ne sont pas toujours visibles, et ça c'est plutôt problématique dans le cadre professionnel. Mais ça a peut-être été corrigé par la version 25.8. Vous me le direz si vous pouvez, en tout cas, repasser par là et nous laisser un petit commentaire. Ça serait super. Merci. On continue sur le site Le Crabe Info. Juste petite parenthèse, quand j'ai parlé de Debian 13 Trixie, j'ai dit qu'ils abandonnaient le 32 bits.
Je pense que j'étais resté bloqué sur LibreOffice. Donc pour moi, non. L'abandon du 32 bits a été fait uniquement sur LibreOffice et pas sur Debian. Arrêtez-moi hein, si je me trompe dans les commentaires. C'est juste que je préférais éviter une erreur. Voilà, on passe du coup à cet article, le Crabe Info, la mise à jour d'août 2025, casse l'outil, réinitialiser ce PC et Microsoft publie un correctif d'urgence. Donc ça corrige partiellement le problème, mais par contre on attend de voir si ça casse pas autre chose, parce que Windows c'est comme la partie de Jenga, si on bouge une pièce, tout le reste s'écroule. Et c'est vraiment le cas, la preuve, hein, ils ont passé une mise à jour, ils ont mis en carafe l'outil de réinitialisation, ils ont mis en carafe des SSD, des HDD, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi. Il faut prendre son mal en patience et aller checker le site de Microsoft et voir quand est-ce qu'on va pouvoir passer les mises à jour, mais c'est vraiment délicat. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, si je veux être vraiment diabolique, je vous dirais passer sur Linux. Mais si je suis gentil, j'ai envie de dire bloquez vos mises à jour tant que vous le pouvez. Attendez et scrutez un petit peu les news avant de faire la bascule sur cette mise à jour là, parce que franchement ça serait bête de perdre je sais pas combien de temps de travail, de pas pouvoir réinitialiser son PC, etc. Ça serait vraiment fâcheux quoi. On se retrouve cette fois-ci sur le site de Corben, où on voit que les chercheurs trichent dans l'informatique quantique. En fait, ils montrent des benchmarks sur la puissance des ordinateurs, mais les benchmarks sont tous trichés. En fait, ils sont encore loin de casser ne serait-ce que nos mots de passe les plus forts. Ils sont tous basés sur des tests qui sont prémontés avec des calculs vraiment, on va dire, des calculs spécifiques, et c'est toujours les mêmes calculs. En fait, ils ont déterminé quel calcul serait facile à résoudre pour les ordinateurs quantiques. Donc c'est pas vraiment de vrais benchmarks, parce que fournir à nos ordinateurs des tests dont on est sûr qu'ils vont se sortir sans problème, pour moi c'est pas un vrai test. Le but c'est de pousser l'appareil dans ses retranchements pour savoir exactement jusqu'où il va aller. Là finalement on obtient toujours les mêmes résultats, et la seule différence qu'on va obtenir c'est une différence de rapidité d'exécution des calculs en fonction de tel ou tel ordinateur quantique. Donc on peut dire qu'un ordinateur A sera plus rapide qu'un ordinateur B, mais en attendant c'est pas forcément comment dire, parce qu'il sera plus rapide que ça sera le meilleur. Il aura fait les mêmes calculs que l'autre. Donc on peut pas encore dire que les ordinateurs quantiques c'est pour demain. C'est pas encore ça quand même. Cette fois-ci toujours sur le site, enfin plutôt de nouveau sur le site d'IT Connect. Petite news insolite, j'ai bien aimé en fait le coup du Revenge. 4 ans de prison pour un développeur. La raison, il a saboté l'Active Directory de son employeur. Petit clin d'œil à la solution de téléphonie qu'on utilise à mon boulot et qu'on maintient tous les jours, 3CX. Donc 4 ans de prison, il a saboté donc l'Active Directory, il a mis en fait un malware tout simplement dans l'Active Directory. Il a fait en sorte que le jour de son licenciement, en fait, lorsque les autres admins viendraient supprimer son compte, désactiver son compte, il allait se lancer en boucle, un ping en continu vers les serveurs jusqu'à les saturer pour les faire s'éteindre, et que ça allait désactiver tous les comptes utilisateurs de tous ou une grosse partie des utilisateurs de l'entreprise. Je vous laisse imaginer la panique. Et du coup, l'entreprise a fait quand même acte
de défense et ils ont porté plainte. Il a pris 4 ans de prison. Mais bon, c'est vrai que c'est bien mérité, mais par contre, c'était plutôt ingénieux. La cybervengeance, pour finir, ben, je dirais que ça paye pas. C'est vraiment pas la bonne solution, que ça soit d'ailleurs de la cybervengeance ou de la vengeance tout court. Je pense que se venger, c'est jamais vraiment une solution en fait. Et ben, en tout cas, chapeau à lui, parce que même s'il a pris 4 ans de prison, en attendant, ben, ça prouve aussi qu'il est plutôt doué et ingénieux. On se retrouve sur le site d'IT Connect. Vous allez vraiment me croire que je m'acharne hein, sur Microsoft et que je me suis jeté dans la brèche, mais c'est vraiment pas le cas. Mais là, pour le coup, j'étais obligé de recouper les informations. Donc après les mises à jour foireuses qui ont fait planter les SSD, les HDD, la restauration Windows, Microsoft demande aux utilisateurs de rapporter leurs bugs SSD. Donc ils savent pas d'où ça vient. Et c'est à la communauté ben, de leur dire, parce qu'a priori, comme eux, ils n'arrivent pas à reproduire l'erreur dans leur labo, ben, ça pourrait éventuellement venir de nos usages. Jusqu'à là, jusqu'à ce qu'ils finissent par dire peut-être que c'est les usages des utilisateurs qui sont pas adéquats. Là, ça va être quand même plutôt pas mal. J'ai envie de dire, ben, je suis désolé, mais bon, là, c'est un peu un ras-le-bol. Microsoft ou l'art de faire des utilisateurs finaux, des bêta-testeurs, et de faire un bêta-test grandeur nature et payant en plus. Parce que je vous laisse réfléchir au prix de vos licences Windows. C'est vraiment une aberration quand même, c'est un foutage de gueule. Il n'y a pas longtemps, ils nous ont fait déjà une belle en forçant des mises à jour en masse sur des PC, en coupant la téléphonie par exemple chez certains de nos clients, à mon boulot. Enfin, je sais pas, tu balances pas une mise à jour comme ça en pleine journée. C'est de la stupidité pure et dure. Et là maintenant, ils prennent pas soin de tester leur mise à jour et du coup, ben, ça foire beaucoup de choses et ça peut mettre énormément de gens dans l'embarras. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que je suis trop dur ou trop acide avec Windows, mais personnellement, je n'arrive pas à être autrement que objectif tout simplement. Pour moi, c'est de l'objectivité. Quand on a une envergure autant énorme que Microsoft avec Windows, son pack office, etc., je pense qu'on se doit de faire des tests mais énormément verrouillés, des tests hyper stricts avant de sortir un produit ou même une mise à jour d'un produit. On doit être sûr à 100% que ça fonctionnera. Là, l'impression que j'ai, ça me fait penser à un constructeur de clim dont je ne citerai pas la marque, qui sortent des clims à tour de bras. Ils vendent. Ils font rentrer de l'argent au taquet. Et puis ils se disent, ben, c'est pas grave, nous, on fait pas de contrôle de qualité sur les chaînes de production. On préfère remplacer sans discuter une climatisation encore sous garantie qui vient d'être installée si elle est défectueuse, parce qu'on part du principe que ça nous coûtera moins cher. Un ouvrier qui perd du temps à faire des contrôles, c'est pas intéressant pour nous. Dites-moi encore une fois en commentaire, vous prenez ça comment? Moi personnellement, je préfère faire un contrôle qualitatif tout au long de la fabrication du matériel et non me prendre mes clients pour des bêta-testeurs. Mais après, ça engage que moi. On continue sur le site d'IT Connect avec la suite Power des marques. Donc, suite aux directives européennes NIS 2. Donc, qui oblige les entreprises à renforcer leur sécurité informatique, donc sécuriser leur domaine pour éviter l'usurpation d'identité et le phishing. Il faut mettre en place tout ça, donc le DMARC, le DKIM, le SPF, le BIMI, etc. Mais c'est bien beau, mais comment on fait? Là, vous avez DMARC qui va vous servir, en fait, c'est Power DMARC, pardon, qui vont vous servir. C'est une suite complète qui va s'occuper pour vous
de mettre tout ça en place avec un outil complet. Vous voyez, vous avez un tableau de bord, le domaine donc de la santé. Vous allez avoir en fait un état des lieux complet de tout ce qu'il y a de bien dans votre sécurité, tout ce que vous pouvez améliorer. Vous avez même un rapport d'erreur, voilà. Là par exemple ils ont fait un test pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner quand on n'était vraiment pas bien noté. Et vous allez même avoir la marche à suivre pour corriger vos soucis. Le but étant vraiment de colmater les brèches au maximum. Et tout ça avec l'aide de PowerDMark. Je vous laisserai voir. Donc je sais que dans l'article il propose un lien. On peut tester gratuitement PowerDMark. Je pense que c'est ce que IT Connect ont fait. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un outil comme ça pour les entreprises pour faire en sorte de se sécuriser, on va dire, à moindre coût temporel, parce que ça peut vraiment prendre extrêmement de temps, même pour un technicien, de sécuriser tout ça par soi-même si on n'a pas vraiment toutes les bases, ou alors si on n'a jamais trop vraiment mis le nez dedans. Et je pense que c'est bien d'avoir une suite toute prête. De toute façon, aujourd'hui, on est aussi à l'époque de l'automatisation. Ça va permettre aussi de gagner du temps et de l'efficacité. Et on pourra toujours se tenir à jour et corriger tout ce qui va se présenter comme faille avec PowerDMark. Ça, je trouve ça vraiment super. Donc cette fois-ci, toujours sur le site d'IT Connect, on en arrive à la section dont je vous ai parlé en début de vidéo, ou on va dire en premier tiers de vidéo, sur le clickjacking, les gestionnaires de mots de passe qui sont vulnérables. Malheureusement, on a de plus en plus de mots de passe. On en a besoin. On nous dit toujours d'utiliser des mots de passe complexes et de ne pas avoir de redondance. Donc c'est-à-dire de ne pas utiliser X fois les mêmes mots de passe. Donc c'est vrai, c'est une super pratique qu'il faut avoir. Comme ça on évite de se faire pirater. Seul problème, donc on utilise souvent, comme moi par exemple ici, Bitwarden. C'est bien beau, mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que il y a un mode autocomplétion et rien n'est invulnérable. Donc justement, en utilisant l'autocomplétion, certains gestionnaires de mots de passe peuvent injecter vos informations dans des champs invisibles sur les sites qui auraient été rajoutés dans le code par certains hackers. Donc la solution, c'est de ne pas cliquer comme un fou sur tel ou tel bouton qui s'afficherait. Réfléchissez bien, surtout si votre coffre-fort est déverrouillé. Là actuellement par exemple le mien est verrouillé, c'est pas pour rien. J'ai mis un temps de déverrouillage et reverrouillage vraiment court pour que ça ne risque quasiment rien. Même si jamais je fais une erreur, en réalité les hackers ne pourront rien récupérer parce que mon mot de passe, en fait, mon gestionnaire est verrouillé. Après, Bitwarden fait partie malheureusement des gestionnaires de mots de passe qui ont été verrouillés. Je vous laisse voir la capture ici. Donc un password pour les cartes de crédit c'est bon, par contre pour les données personnelles c'est pas bon, login pas bon, TOTP direct, les mots de passe en un clic. Bitwarden, les cartes de crédit à un clic, les données personnelles à un clic, par contre les mots de passe c'est bon. Moi ça va, j'ai pas de carte de crédit, données personnelles, j'ai rien de particulier, enfin si des adresses mail, mais bon, ça j'ai envie de dire malheureusement c'est monnaie courante, des listes d'adresses mail, il n'y a rien de bien méchant. Des logins à un clic, ça par contre il faut faire gaffe, et le TOTP 0 clic. Le meilleur c'est Dashlane, je pense que je vais le tester prochainement d'ailleurs. À voir par contre, parce que je crois qu'il est uniquement payant, à moins que je me trompe. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que si j'en suis content, je migrerai de Bitwarden sur Dashlane.
en espérant qu'il soit compatible avec Linux. C'est là aussi où ça va être un petit challenge, mais c'est intéressant de voir, et si c'est bon, ben, je reviendrai vers vous et je vous ferai une petite vidéo présentation. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si j'arrive à installer Dashlane, à l'utiliser, si ça vous intéresse de voir ce que ça donne ben, sur Linux et même globalement le fonctionnement de ce gestionnaire. Bon, par contre, pour les mots de passe en un clic, ça c'est un petit peu dommage. On peut pas prendre ça et le mettre là. Non, c'est dommage. Bon, allez, on passe à la news suivante. Cette fois-ci, on continue sur le Crabe Info, mais pas pour taper sur Windows. Enfin, pas complètement. Donc, ils ont quand même introduit une nouvelle fonctionnalité, le Quick Machine Recovery. Donc c'est pour restaurer le PC en quelques minutes via une image système simplifiée. Le problème, ben, c'est qu'elle sera disponible réellement que si les bugs sont corrigés. Mais par contre, en fait, le but, c'est d'aller donc dans les paramètres, dans Système, dans Récupération machine rapide. Et là, on l'active. Donc ce qui va se passer, je vais vous montrer un petit schéma qui parle de lui-même. Donc, est-ce qu'on peut zoomer? Ouais, on peut zoomer. Voilà. Donc, vous tombez sur ce panneau. Si vous avez activé la récupération rapide, donc Windows va charger. Hop, il va partir sur le cloud. Il faut bien sûr avoir la connexion habituelle à portée. Il va partir sur le cloud. Hop. Est-ce que la solution est trouvée? Non. Il va procéder à un diagnostic et il va faire des tests. Des tests A, test 2, test B, test C, etc. Et ensuite, il va déterminer la cause. Il va retourner sur le cloud, télécharger ce qu'il faut. Solution trouvée, admettons oui. Hop, il continue. Il va télécharger les mises à jour, etc. et la version simplifiée. Et hop, vous allez arriver sur un écran de démarrage. Votre Windows sera restauré. Après, il y aura peut-être encore quelques bidouilles à faire pour revenir, on va dire, là où vous en étiez avant le bug. Mais ils ont déjà, on va dire, fait évoluer la récupération de Windows avec cet outil-là. Parce qu'avant, quand on avait un souci sur Windows, ben, on était bon dans 99,8% des cas pour mettre une clé USB et réinstaller. Donc c'était vraiment pas terrible. Là, je pense que c'est quand même un grand saut en avant. On peut pas non plus toujours leur jeter la pierre. Là, ils ont fait du super boulot. Je me languis de voir ça à l'œuvre et voir si ça vaut vraiment le coup. Et ben pareil, si je peux, je vous ferai un petit retour d'expérience dans une des vidéos. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle était un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait de mon mieux pour détailler chaque article. Comme vous pourrez le constater, je ne suis pas non plus rentré énormément dans les détails parce qu'il y avait beaucoup d'articles. Je vous mettrai les liens des articles en description pour que vous puissiez les lire vous-même à tête reposée et me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien.